What's up guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Trust the Process. Let's go! Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, don't trust le jugement. Mais avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord te remercier. Parce que c'est grâce à vous, en fait, que je sors cet épisode, ce sujet-là, parce que j'allais pas nécessairement parler de ça tout de suite. Mais c'est vos réponses à ma question qui m'ont inspirée, parce qu'à chaque fois que vous m'aviez donné une idée, j'étais là en mode « Of course, moi aussi je vis ça tous les jours » ou « Moi aussi c'est mon combat, je relate ». Vous m'aviez parlé de être trop, pas assez, de la comparaison, de la confiance en soi, etc. Et je trouvais que le sujet du jugement, ça englobait un peu beaucoup des sujets qui sont revenus et qui se répondent, ou en tout cas qui se complètent. Du coup, let's go. Je suis trop contente que ce podcast, il évolue avec vous parce que c'est une discussion, en fait, qu'on a ensemble. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, merci pour vos feedbacks. Ça me va droit au cœur et c'est trop cool qu'on puisse faire ça ensemble. Et donc, évidemment, moi, le jugement, c'est un gros sujet pour moi. Bon, je vais pas dire que je me sens comme une grosse loseuse dans la vie, c'est pas vrai. Je me dis pas, ouais, grosse loser. Non. Mais par contre, je me dis que je suis pas assez. Mais en même temps, je me dis que je suis trop. La contradiction est absolue. Et dans la même action, je peux être trop et pas assez, quoi. Je me dis que je suis pas assez quand je veux réussir ce que je fais, quand je veux performer. Je suis pas capable d'accepter que j'y arrive pas parfaitement dès le départ. Et en même temps, je me dis que je suis trop dans mes émotions. Quand je regarde un film, je chiale ma race, quoi. Ou quand j'ai un débat, je suis passionnée et des fois je m'emballe et j'approfondis les choses, je vais très loin et je ressens tout vraiment très intensément. Sûrement mon hypersensibilité, ça. Mais en tout cas, être trop ou pas assez, c'est tous les jours. Et quand je me sens trop ou pas assez, c'est parce que je me compare aux autres. Je compare la réaction que j'ai ou que j'aurais eue par rapport à la réaction que les autres ont, ou par rapport aux compétences et aux capacités des autres, vis-à-vis des miennes qui sont moins bonnes. Mais même aussi par rapport à ma vie. Être bien dans sa vie, c'est pas un problème, mais être mieux que les autres, absolument, être mieux que toi, ça c'est un problème en fait. Parce qu'on n'est pas en combat avec les autres, mais avec soi-même. Mais on se compare. Et là, aujourd'hui, si je décidais de me comparer aux autres devant toi, je te dirais que ouais, j'ai pas réussi plein de choses. Par exemple, à m'épanouir dans un métier par rapport à mes potes, avoir un plus bel appart, à avoir des fringues de marque, à partir encore plus en vacances dans des endroits vraiment chouettes. Que j'ai pas de petite amie, quoi. Que je suis célibataire alors que quasiment tous mes potes sont en couple et depuis longtemps. Mais bon, quand tu te dis ce que t'as pas, quand tu te compares aux autres, est-ce que tu te dis ouais, mais moi j'ai quoi? Parce que moi, si je me dis moi j'ai quoi, je me dis j'ai des amis extraordinaires. Vraiment. Avec qui je passe des moments merveilleux, qui me rendent meilleure, qui sont comme une deuxième famille pour moi, parce que moi, ma famille est au Canada. J'ai toute ma communauté dans la danse, parce que je danse. Toute la communauté hip-hop, avec qui je partage des émotions intenses et pareil, qui me permettent d'être meilleure, qui m'entourent, qui me soutiennent. Spirituellement, je me sens bien. Et en fait, si tu me demandais est-ce que tu échangerais ne serait-ce que ces 3 choses-là pour un meilleur appart, je te dirais non, jamais de la vie en fait. Donc, est-ce que finalement, échouer sa vie, c'est pas
juste une question de perception. J'échoue ma vie parce que je crois que j'échoue ma vie. Parce que je pense qu'il n'existe qu'un modèle de réussite. Sauf que non. Il existe autant de modèles de réussite que de personnes. Et puis si toi aussi tu te sens trop ou pas assez, bah c'est simple. Tu n'es ni trop ni pas assez. Truth is, faire semblant d'être quelqu'un d'autre ne te fera pas rencontrer les bonnes personnes pour toi. Ça t'amènera pas dans les bonnes directions. Tu feras pas les bons choix en n'étant pas dans ta vérité en fait. Et sache que non, c'est pas facile de finalement faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est dur. C'est peut-être plus simple d'être trop ou pas assez que de faire semblant. Et non, aussi, you are lovable. C'est facile de t'aimer. T'es ni trop ni pas assez. You're just the right amount. Et tu sais quoi? C'est ton cerveau qui te dupe. Il y a des études qui ont été faites aux States, à l'université de Delaware, qui ont démontré assez simplement que se comparer en permanence aux autres, c'était là le sel du syndrome de l'imposteur. Qu'en fait, le fait de se comparer aux autres, ça fait grandir en soi un manque, un sentiment de manque qu'ensuite on projette sur les autres, auxquels on se compare. Et c'est ce qui nous rend de plus en plus mal, c'est un cercle vicieux. Je vais te donner un exemple tout simple par rapport à moi. Je suis célibataire depuis longtemps, depuis quelques années maintenant. Et donc si j'étais dans la comparaison permanente, je me comparerais aux gens qui sont en couple. Mais plus je me compare aux gens qui sont en couple et plus je ressens encore plus ce sentiment de manque. Plus je pointe du doigt finalement cette incapacité que j'ai à me mettre en couple. Et plus je remets en question finalement qui je suis. Et je me dis, peut-être que je suis pas assez pour être en couple, ou peut-être que je suis trop. Parce qu'en fait, notre cerveau renforce ce sur quoi il se centre. C'est la règle numéro uno des neurosciences. Nous renforçons ce sur quoi nous centrons. But you know what? La comparaison, ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment un truc que j'ai overcome. Genre, honnêtement, je le fais vraiment, vraiment moins qu'avant. Et je dis pas qu'il n'y a pas du taf sur plein d'autres sujets, parce que crois-moi, il y a du boulot. Mais là-dessus, ça va. Je m'en sors bien. Parce que j'ai un truc, en fait. Je fais un truc et ça marche de malade. Et donc, j'ai envie de te partager, moi, ce que je fais. La première chose à faire, c'est prendre conscience du moment où tu commences à te comparer aux autres. Tu te dis, ok, je sais pas. Moi, je fais de la danse. Forcément, souvent, je vais me comparer aux autres danseurs. Et je vais me dire, oh là là, ils dansent trop bien et tout. Moi, je danse pas assez bien. Je dois traîner plus, etc., etc. Et donc là, je me surprends en train de me comparer. Et là, je stoppe et juste, j'observe. Et je me dis, à chaque fois que je me compare, que si je vois cette qualité chez l'autre, c'est qu'en fait, elle résonne en moi. Et que donc, par voie de projection, cette compétence, elle est en moi. J'ai ce potentiel, ces capacités en moi de devenir un aussi bon danseur que la personne face à laquelle je me compare. Et donc, au lieu de viser le manque de niveau que j'ai en danse par rapport à cette personne, et de m'auto-convaincre que je l'ai pas, parce que c'est très simple, je vais me dire je sais pas danser, je sais pas danser, je sais pas danser, et mon cerveau, cette information, il va pas savoir la discerner autrement que je ne sais pas danser, et donc je danse pas, et donc à force de pas danser et d'être bloqué, tu t'améliores pas, et donc comme une prophétie auto-réalisatrice, la personne en face de toi, elle continue d'être meilleure, et toi au même stade, quoi. Et donc let's go faire l'inverse. Ok,
suis-moi parce que it's gonna sound post-new age, tout ça, mais je vous promets que ça marche de fou. Fais l'inverse. Pendant un mois, chaque fois que tu te vois te comparer aux autres, ou à une personne en particulier, dans une situation particulière, dis-toi, ok, moi je suis timide, je rêve d'avoir cette aura-là dans mon groupe de potes, j'aimerais trop pouvoir prendre la parole plus souvent, faire des blagues et tout, et que tout le monde m'écoute comme, je sais pas, tel ami dans cette bande, qui à chaque fois qu'il parle, fait une blague et tout le monde rigole, et qui raconte des histoires, et puis même si les histoires elles sont inutiles et beaucoup trop longues, tout le monde écoute et tout le monde est captivé, j'aimerais être comme lui. Mais je suis trop timide. Bah, la prochaine fois que tu vois cette qualité chez quelqu'un et tu te compares et tu dis ouais mais moi je suis trop timide, j'arrive pas, je bégaye, j'ai la gorge nouée, je bafouille, j'articule pas assez, je parle vite, etc. Tu te dis non mais la qualité que je vois en cet ami qui a un speech incroyable et un aura incroyable, bah, c'est le reflet de ma propre qualité intérieure. Que j'ai cette capacité-là et que peut-être qu'elle est à 5%, mais en fait c'est parce qu'elle existe en moi que je suis capable de la projeter sur l'autre. Oula, si vous entendez un bruit, c'est mon petit chat qui miaule. Euh, et donc voilà, donc tu reverse le mindset et tu te dis cette qualité, je la vois en moi, c'est le reflet de ma propre qualité intérieure et tu verras qu'à force de te dire ça, crois-moi qu'au bout de quelques temps, tu vas naturellement arrêter de te comparer aux autres parce que tu vas plus pointer du doigt un manque qui nourrit le syndrome de l'imposteur, mais au contraire, tu vas alimenter ton cerveau d'une information positive. Et ça, c'est le pouvoir des affirmations, en fait. Et je sais pas si vous avez conscience du pouvoir de la pensée sur la réalité, mais c'est juste incredible. C'est incredible. Et là-dessus, j'ai lu Laurent Gounel, un livre qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux, qui est un livre incroyable sur le pouvoir des pensées. Mais là-dessus, il y a tellement de choses à dire que j'en ferai un épisode à part entière. Mais là, l'idée, c'est juste de se dire, en fait, tes pensées, elles peuvent soit te faire du mal, soit te faire du bien, doucement mais sûrement, et te soigner si vraiment tu te rends compte des moments de comparaison dans lesquels tu es, que tu arrêtes de les voir comme un manque, mais plutôt comme un potentiel que tu as à l'intérieur de toi, tu vas y arriver. Encore une fois, nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. Ça, c'est une approche finalement très cérébrale du truc. C'est vraiment notre cerveau, il est un peu bête. Pour lui, il n'y a pas nécessairement de vérité ou d'imagination. Il peut imaginer une chose et ça peut sembler vrai. Donc même rien que le fait d'imaginer bien danser, quelque part, ça va débloquer quelque chose pour que automatiquement je danse mieux. Parce que mon cerveau, il sera pas capable de dire si dans la vraie vie, je danse mieux. Mais si je l'imagine vraiment très fort et très souvent, il va le croire et automatiquement le corps va suivre. Et ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Et les philosophes aussi pensent qu'on maîtrise le poids qu'on donne au jugement des autres et soi-même par rapport à nos actions et à la réalité. Et là-dessus, c'est la philosophie stoïcienne qui en dit long. Pardon, je coupe parce que mon chat me rend folle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Pardon pour ce petit interlude. Donc oui, et les philosophes, là-dessus, les stoïciens disent qu'on peut contrôler nos émotions. Et là, it looks insane parce que moi, la première, je me dis souvent, non, je contrôle pas mes émotions. Puis est-ce que j'ai vraiment envie de les contrôler parce que j'ai l'impression de les subir, quoi. Que je suis pas responsable de ma sensibilité, je suis pas responsable de comment je me sens, et je suis pas responsable des autres finalement de comment ils me font sentir parce que souvent c'est en réaction à ce qui se passe autour de moi que j'ai des émotions intenses. Mais les stoïciens, eux, ils pensent que
on est responsable de nos émotions parce que nos émotions sont le produit du jugement. Le jugement sur soi, le jugement des autres sur soi, mais aussi le jugement qu'on a sur le monde. Il y a toujours 3 couches. Et donc, pour se libérer des conséquences qui découlent de nos émotions, il faudrait se libérer du jugement. Alright, ok, thank you, Mr. Captain Obvious. Ok, si c'était si facile, voilà, on n'en serait pas là. Ce podcast n'existerait pas. Mais en gros, eux, ce qu'ils disent, les stoïciens, et ce sur quoi vraiment j'adhère, c'est que si on a des émotions fortes et qu'elles nous rendent malheureuses, si on est déçu, si on est triste, si on est frustré, si on est jaloux, c'est parce que, en fait, on met beaucoup d'attentes sur ce qui ne dépend pas de nous. Épictète dit « Ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. » Autrement dit, c'est nous qui laissons les choses de la vie nous affecter. C'est pas les choses en elles-mêmes qui nous affectent. C'est notre perception, notre jugement des choses qui nous fait du mal. Par exemple, si demain je décide de jouer au loto, moi franchement je joue jamais parce que je trouve ça inutile, je sais d'avance que je vais perdre. Mais il y a des gens qui ont espoir de gagner. Et disons que tu joues et puis tu perds. Ok, peut-être que t'es un peu déçu parce que voilà, t'espérais, mais ça dure jamais longtemps, puis c'est pas intense et t'es pas triste ou furieux d'avoir perdu. Pourquoi ? Parce que dès le départ, tu sais que quand tu joues à la loterie, t'as une très très faible probabilité de gagner Tu mets aucune attente sur le fait de gagner. Faible attente égale faible déception. Et du coup, selon les stoïciens, c'est parce que notre attente est décorrélée de la réalité par rapport à l'être humain qu'on est malheureux. On pense que l'être humain est infaillible alors que l'être humain est faillible. L'être humain n'est pas que vertu, l'être humain est jaloux, envieux. Animé par son ego, par son intérêt propre, sa jalousie, etc. L'homme n'est pas parfait, Mais parce qu'on pense finalement qu'il l'est, on est déçu quand la confiance qu'on porte en lui est trahie, En fait, c'est qu'on a des attentes qui sont décorrélées de la réalité. Des attentes qui sont inatteignables. Mais pourquoi on ne ferait pas avec les êtres humains ce qu'on fait avec la météo, par exemple ? C'est-à-dire que la réalité, c'est que le mois d'avril, le mois de mai et un peu le mois de juin, on ne va pas se mentir, sont terrible. Je veux dire, perso, c'est novembre, À tout moment, je sors la doudoune. Mais je veux dire, ça me rend pas malheureuse. Parce que je me dis que la météo, c'est la météo et je peux pas la changer. Et c'est juste la réalité. Et donc, c'est à moi à m'adapter à la météo. S'il pleut, je vais sortir avec un parapluie. Et pas à la météo à s'adapter à moi. Donc, j'ai pas à être vénère ni triste. C'est juste que je me prépare en conséquence. Donc, je ramène un parapluie ou un imperméable. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, c'est jamais la faute de la réalité. Si ton pote t'a volé de l'argent, par exemple, et que tu te sens trahi et que t'es en colère, finalement, t'es en colère alors que ça vient pas de ton choix. C'est son choix à lui de t'avoir volé de l'argent. Ce choix, il ne relève pas de ta volonté, en fait. Et pourtant, ton émotion, elle te consume. Et donc, si simplement, tu te disais, les êtres humains ne sont pas parfaits, il y en a des fois qui volent, même si c'est mal. Il y en a qui peuvent abuser de ma confiance. Dans ce cas-là, on est plus connecté à la réalité et c'est peut-être plus facile de l'accepter. En tout cas, si ça vous intéresse, la philo et notamment la philosophie stoïcienne, je sais que le précepteur est vraiment adepte de cette philosophie.
C'est une chaîne sur YouTube et il a fait un épisode sur le stoïcisme et notamment le jugement. Si ça intéresse, je vous conseille d'aller voir, c'est assez intéressant. Mais enfin voilà, c'est une vision que je trouve intéressante d'avoir, de se dire, la fameuse phrase des stoïciens, c'est il y a ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous. Et le bonheur, c'est vraiment de pas chercher à avoir le contrôle sur ce qui dépend pas de nous, quoi. Après, je dis pas que c'est facile, hein, très clairement. Je dis pas que c'est facile, mais ce que je dis, c'est que je pense qu'on se juge même plus nous-mêmes que les autres nous jugent nous. Parce que moi, la première, moi, je passe ma vie à critiquer ce que je fais, à me remettre en question, etc. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que j'aime bien prendre de la hauteur et me dire, bon, on en revient à ce que là j'ai trop abusé, j'ai pas laissé assez de bénéfice du doute à la personne, est-ce que il faut que je lui pardonne, est-ce qu'il faut que j'attende, je sois pas plus patiente, est-ce qu'il faut que j'aie moins d'attente parce que j'ai beaucoup de expectations, etc. Bon, et donc j'ai beaucoup ces conversations-là avec moi-même et j'ai tendance à être très dure avec moi-même. Sauf que il y a une différence entre l'autocritique et l'autodévalorisation. Et ça, c'est le psychothérapeute et psychiatre Christophe André, que peut-être vous connaissez, qui m'a vraiment illuminée là-dessus. En fait, l'autocritique, elle est bonne par rapport à l'autodévalorisation parce qu'elle est équilibrée, en fait. Quand tu t'autocritiques ou que quelqu'un te critique, ben, normalement, il y a des bonnes critiques et des points améliorés, quoi. Il y a le bon et le moins bon qui s'équilibrent. Alors que dans l'autodévalorisation, tu te dis juste, ouais, je suis une grosse mène, j'ai foiré. Genre le nombre de fois où enfin, j'ai fait des battles de danse et je me suis dit, oh là là, je suis une grosse merde, je sais pas danser, j'ai foiré, c'était nul, c'était nul. Et les gens qui m'avaient regardé me disaient, mais non, mais c'était bien, enfin, c'était pas si mal, quoi. Mais parce que je suis souvent dans l'autodévalorisation, finalement. Alors que la première autocritique à se faire, c'est meuf ou mec, t'as osé, en fait. Tu t'es lancé, tu l'as fait, bravo. Le problème, c'est les pensées automatiques, je pense. Parce que on se critique, mais pas au bon moment. On se critique à chaud. Et c'est comme ça que ça devient de l'autodévalorisation sans qu'on s'en rende compte. C'est que, au lieu d'attendre, de pas être à chaud de l'émotion qui vient de se passer, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, ben on préfère faire un jugement sur le moment et s'auto-dévaloriser parce que ben ce jugement-là, il est juste injuste envers toi-même. Et on se fait du mal comme ça. Alors que si t'avais la situation inverse avec une amie ou un ami, t'aurais pas été aussi sévère. Jamais tu lui aurais dit, ah oui, oui, enfin, ah là là, mais qu'est-ce que tu danses mal? Ouais, c'était nul, tout. Quoi? Mais tout? Quelle partie? Non, 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 tout. Bah, vraiment du début à la fin. Tout était nul. Nul, nul, nul. Personne dit ça à son pote. Ou à sa pote, ou même à un inconnu, quoi. Mais par contre, on se le dit à soi. Mais en fait, les gars, si on commençait à se parler avec un peu plus de douceur, quoi. Si on commençait à se traiter comme on traite nos amis. Parce qu'on est nos pires ennemis. Et je pense que c'est ça le shift, en fait, qu'il faut chercher. Faut essayer d'être son meilleur ami, son bestie, quoi. Et ce high five, se checker, s'auto-checker, quoi. De faire des petites tapes dans le dos, genre, ouais, bien joué. Enfin, tu l'as fait, quoi. Et de peut-être toujours commencer, là, je suis en train de penser à ça, là. Pourquoi pas, genre, toujours commencer par ce truc de se dire, tu sais quoi, première bonne critique, tu l'as fait. You did it, man. On a osé, girl. You did it. Congrats. Let's go. On se dit que peu importe ce qu'on fait, bien, moins bien, etc., la première chose qu'on se dit, c'est, c'était cool. J'ai osé. Et après, on verra. Après, on laisse le temps passer, on se laisse se refroidir, on n'est pas à chaud. Puis on prend un peu de recul et là, on s'autocritique. Moi, je sais que maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est aller écouter de la musique. Je marche et j'écoute de la musique, ça m'apaise, ça me fait prendre de la hauteur, ça me détache de l'émotion intense,
overwhelming feeling, ça me permet de respirer. Mais si toi, c'est pas la musique qui t'apaise, tu peux aller marcher dans la forêt, méditer, faire du sport, yoga, enfin peu importe quoi. Prendre un moment pour soi, pour cool down, et puis revenir après sur ce qui s'est passé, et d'abord se dire qu'on l'a fait, quoi qu'il, et puis ensuite trouver des bonnes critiques, et puis des choses à améliorer, parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est jamais tout nul, quoi. Ça, il faut qu'on arrête. Et c'est ce que Christophe André dit. En fait, il a fait plusieurs études sur l'anxiété ou la phobie sociale, qui est en fait simplement le nom technique pour la peur excessive du jugement ou du regard des autres, qui était un sujet d'ailleurs que vous m'aviez demandé, le regard des autres. Et ben en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est très clair, très obvious que les autres nous jugent beaucoup moins souvent que ce qu'on l'imagine. Que en fait, les gens, ils sont passionnés par eux-mêmes, quoi. Ils sont pas passionnés par ta life. They don't give. Donc, le com que t'as fait, où t'as fait des fautes d'orthographe, ou bien t'as fait une vanne un peu douteuse, et tu penses que le monde va s'arrêter, tout le monde va le voir et te trouver naze, non, en fait, les gens ont scrollé, ils sont passés à autre chose, et ils sont, submergés par leur propre life. Donc, premièrement, voilà, les gens te jugent beaucoup moins que ce que tu crois, et puis ensuite, les études qu'il a faites, elles constatent que ces jugements-là, non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais en plus, ils sont plutôt positifs, en fait. En tout cas, beaucoup moins sévères que les jugements qu'on se porte envers nous-mêmes. Ils sont beaucoup plus positifs. Et c'est vrai, parce que tu le sais, comment tu critiques tes potes ou ta famille, il y a toujours du positif là-dedans. Et moi, vraiment, je me dis que c'est toxique de ouf, parce que je pense que je me maltraite là-dessus, sur le jugement, parce que il y a une part de moi qui pense que plus je suis sévère avec moi-même, plus vite je vais progresser et mieux je vais progresser. Wrong! 1000 fois wrong, I'm wrong. C'est une pensée limitante que j'ai, il faut vraiment que je la défasse, parce que en réalité, les profs dont je me souviens et qui m'ont aidé à exceller dans des matières, c'est les profs qui étaient bienveillants, c'est pas les profs qui me faisaient peur, quoi. Et en fait, je me suis aussi dit une chose en faisant cette petite question, ce petit poll là sur Insta, et j'ai vu tous vos sujets qui tournaient un peu autour du jugement, de la comparaison, du regard des autres, et and it hit me, donc merci beaucoup. En fait, je suis très contente de parler de ce sujet avec vous, parce que j'ai réalisé un truc. J'ai réalisé que ce sujet-là, contrairement à la comparaison, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas faire la différence entre ma comfort zone et ma zone d'esquive, quoi. En gros, en fait, je me dis qu'il y a même 3 zones, en fait. Il y a la comfort zone, donc, qui est plutôt saine, c'est la zone de oh là là, moi c'est pantoufles, popcorn, Netflix, j'ai pas le time des gens, j'ai pas envie d'affronter le peuple, j'ai pas envie de socialiser, j'ai juste envie d'être avec WAM. Et ça, c'est très bien, c'est très cool, on a besoin de ces moments genre avec soi-même et tout, c'est ressourçant, c'est cool. Puis ensuite, il y a la not so comfortable zone, c'est comme ça que moi je l'appelle, c'est genre cette fausse zone de confort où en fait, elle est juste animée par la peur. Elle est juste animée par une angoisse absolue, soit du changement, soit de prendre des risques, etc., etc. Donc, elle est animée par des émotions fortes, et notamment la peur de plein de choses. Et puis ensuite, il y a ce que j'ai découvert du coup en pensant à ce que je voulais dire dans cette émission, la zone d'esquive. Et moi, je pense que je suis une esquiveuse professionnelle. Et franchement, j'en rigole, mais je suis une cause perdue. En fait, je t'explique clairement le truc. C'est que moi, j'ai toujours dit que j'étais quelqu'un de timide. Franchement, je le crois. C'est sincère, je crois que je suis timide. Mais en fait, les gens me disaient « Toi, t'es pas du tout timide, arrête et tout, de faire genre. » Et j'étais là et je disais « Non, mais vous comprenez pas, je suis super timide. » Et je le pensais vraiment, tu vois.
Et là, je te donnais l'exemple de, bah, tu sais, par exemple, moi, quand un mec me plaît et que je vois un mec, je sais pas, dans la rue ou dans un bar ou peu importe, un poste que j'aille lui parler. C'est juste pas poste. Tu vois, j'y arrive pas. Et je fais tout justement pour donner tous les signaux contraires. Je le regarde pas, je le calcule pas, voilà. Enfin, vraiment, là, je suis off, quoi. Et donc, moi, je pensais que c'était ma timidité qui me faisait agir comme ça. Sauf que, en fait, je réalise que pas du tout. Si je réagis comme ça, c'est parce que, ben, j'esquive. J'esquive parce que j'évite. En fait, j'ai peur. Enfin, c'est même pas peur. En fait, j'ai pas envie de. Je pense que c'est mon ego. J'ai pas envie d'être calée. J'ai pas envie de. Ouais, je m'invente des excuses en fait. Je crois que la zone d'esquive, c'est la zone où tu t'inventes des excuses. Et l'excuse que je m'étais inventée et à laquelle je croyais, mais dur comme fer, c'est que j'étais timide. Mais non, je pense qu'en réalité, c'est juste mon ego. Parce que je pense que les hommes doivent continuer d'aller draguer les meufs et que c'est à eux de faire le premier pas. Parce que j'ai ce genre de pensée, certainement outdated, mais bon, moi, que veux-tu, je suis old school, je suis old school. Voilà, j'ai du mal à passer outre ce truc-là. Et, euh, et je me dis, en fait, meuf, t'es peut-être pas timide. Donc voilà, super. Je vais réfléchir à tout ça. En tout cas, ce que je voulais te dire, pour récap, c'est don't trust le jugement. T'es pas un loser, ça c'est sûr. Et puis, mais surtout, t'es ni pas assez ni pas trop. Et que c'est facile de t'aimer, vraiment. Euh, Sache que le pouvoir des affirmations positives est incroyable. Donc prends le temps de prendre conscience des moments où tu te compares. Parce que ton cerveau vraiment te joue des tours là-dessus. Et donc voilà, essaye la petite astuce que je t'ai donnée et dis-moi sur les réseaux si ça a fonctionné pour toi. Essaye aussi de pas laisser tes émotions être guidées par ce que tu peux pas contrôler. Parce que ça, c'est se condamner au malheur, quoi. Et d'être plutôt dans l'acceptation plutôt que de vouloir changer les choses, changer la réalité. On n'a pas ce genre de pouvoir. On ne peut pas changer les gens. On ne peut pas changer la nature. On ne peut pas changer l'univers. Tout ce qu'on peut changer, c'est les attentes qu'on a par rapport aux autres. Et donc le jugement qu'on a, qui découle de nos, de nos émotions, quoi. Je pense qu'on construit vraiment sa propre souffrance mentale. Quand il y a vraiment une contradiction entre les choses telles qu'elles sont et les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient. C'est ça vraiment qui nous met mal. Et c'est fou parce que, enfin, dans plein d'exemples bêtes et méchants, quoi, ça se révèle être vrai, cette philosophie stoïcienne. Je pense à un truc là, genre les applis de rencontre. Alors moi, je suis complètement contre, mais enfin, c'est perso, c'est juste que, vraiment, ça m'a pas plu. Crise d'angoisse rien que d'y penser, quoi. Mais c'est parce que j'ai fait 2 dates. Et j'ai fait 2 dates parce que mes potes m'ont dit, non, 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 mais tu sais, bon, c'était en 2022. Donc en 2022, les gens se rencontrent sur les applis. Et puis j'ai plein de potes qui me disaient, non, mais moi j'ai rencontré l'homme de ma life, etc., etc. Il faut que t'essayes. Tu finiras vieille avec ton chat toute ta life et tout. Donc grosse pressure. Et je me suis dit, bon, je vais le faire juste pour que mes potes me laissent tranquille. Et donc je le fais. Sauf que ce qui se passe, c'est que, genre, au bout de 2, j'ai dit plus jamais les applis de rencontre, c'est mort. Et depuis, j'y suis plus jamais allée. Mais c'est que les 2 dates que j'avais fait, en fait, j'avais pas vu la personne tout de suite. Je pense que c'était au bout de 1 ou 2 mois. Et j'avais parlé beaucoup avec cette personne, et par écrit, machin, par vocaux. Et les 2 personnes étaient vraiment très drôles, très sympas. La conversation était fluide. Il y avait quelques photos et je me suis dit, ouais, ok, pourquoi pas. Enfin, voilà, c'est pas le plus important, on verra en vrai et tout. Et les semaines, voilà, passaient et on se parlait, on se parlait. Et le problème, c'est que, le jour de la rencontre, j'étais déçue, quoi.
Et en fait, c'est fou parce que c'est vraiment ça, c'est que expectations, en fait, versus reality, c'est que mes attentes étaient tellement hautes parce que je m'étais tellement imaginé le truc, je m'étais idéalisé la personne, je m'étais idéalisé la rencontre, le moment, l'échange des regards, le repas, nanana, ça va se passer comme ci, comme ça. Et qu'en fait, comme la réalité, elle était loin de ça, et ben, j'étais déçue. Et du coup, en fait, finalement, c'est moi-même qui m'auto-sabote et qui me... Like, I'm setting myself up for failure en étant comme ça. Mais bon, en même temps, voilà, c'était plus fort que moi. Et c'est que maintenant que, tu vois, je prends conscience de ça et j'essaye de faire gaffe. Mais cette idée vraiment stoïcienne des attentes et de pas... d'être vraiment connecté à la réalité et de pas la fantasmer, it's a big one. Et enfin, voilà, s'auto-critiquer plutôt que se dévaloriser. J'ai envie de dire, pour terminer, en fait, on voit le monde avec ses propres perceptions. Souvent. On pense qu'on est tolérant et qu'on est ouvert, mais en fait, on disqualifie la plupart du temps l'altérité des gens. Dès qu'on voit quelque chose qui nous déplaît, ben, on le juge. Et on fait tout ça, moi la première. Est-ce qu'on essaye vraiment de comprendre l'autre ou ce qui se passe? Ou est-ce que ça nous déplaît et on juge plutôt que de comprendre? En tout cas, d'essayer de comprendre. Et parfois, on sait qu'on a raison. On se dit, oui, non, mais j'ai raison, c'est juste l'autre qui veut pas entendre. Mais peut-être que l'autre, juste, il n'a pas assez la sensibilité que toi, tu as là en ce moment ou l'expérience. Il n'a pas assez de bagage en lui pour lui permettre de lui donner les clés de la compréhension que toi, tu as. Donc en fait, tu vois, moi j'ai cette pote, clairement elle se fait bolos au travail. Et à chaque fois, je lui dis, mais pose tes limites ou démissionne parce que c'est sans issue. T'es en train de te tuer pour rien, tu vois. T'es pas heureuse, donc arrête de souffrir et barre-toi. Et ça semble évident et je sais que j'ai raison. Mais c'est juste que, à certains instants, elle n'est pas prête à l'entendre. Elle n'a pas les clés. Et c'est ok, en fait. Faut pas la juger, il faut juste essayer de comprendre. Et en fait, le plus important, c'est se demander comment est-ce que le comportement de l'autre nous fait souffrir, nous, en fait. Et là, te dire, moi, je me sens pas écoutée, ça me fait un peu de la peine, mais c'est ce qui compte, finalement, c'est pas l'autre. Donc voilà, j'espère que tu as pu trouver quelques tips pour sortir un peu du jugement de toi-même et puis des autres. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, merci de m'écouter. Ce que j'ai envie de te dire encore et toujours, c'est vraiment trust le process parce que c'est par des petites actions tous les jours qu'on va y arriver, que tu vas y arriver. Donc, vraiment, bear with me, stay with me, we are together. Et attention à toi. Et on se voit une prochaine pour un nouvel épisode. Take it easy. Ciao.